On revient pour la suite et la fin avec nos chers invités avant d'aller au Togo et parler des manquements graves et récurrents dans la fourniture des services GVA. Nous allons rester toujours au Burkina Faso et donner la parole à notre cher Horus Donkovi. Horus, vous avez la parole. Je rejoins un peu les autres. Si je vous dis que je comprends pourquoi s'est fait le coup d'État au Burkina, mais je dirais non. Parce que, alors à la base, on nous a parlé de questions sécuritaires. Et on se retrouve avec un militaire qui fait un coup d'État, qui n'a pas de ligne idéologique, qui n'a pas de projection pour son pays, qui a un problème de carrure, qui a un problème de leadership. Et c'est d'autant plus étonnant que le Burkina, en réalité, est en période de transition. Je pense que c'est un peu ça le problème. Je pense que c'est pour ça monsieur Damiba n'arrive pas à avoir d'accroche. Parce que le Burkina a connu une révolution. Et c'est à la suite de cette révolution que les tractations ont mis au pouvoir M. Marc-Christian Kaboré. Donc c'est vrai qu'il y a un président, mais toute la gymnastique politique, intellectuelle qu'il y a autour de M. Kaboré, des partis politiques, des mouvements citoyens, de la société civile et ainsi de suite, pour moi, c'est cela qui participe à l'enrichissement de la construction du Burkina. Donc, lorsqu'il vient renverser M. Kaboré, qui effectivement a des problèmes pour gérer la situation sécuritaire à son pays, on s'attend à ce qu'il y ait une révolution, qui est de l'action, en plus que pour le cas de M. Damiba, il n'est pas dans le même cas que M. Goïta, parce que M. Goïta, il a la France à dos, il a un certain nombre d'institutions à dos. Donc M. Damiba, on le présente comme étant l'exemple. C'est d'ailleurs le bon élève, selon la CEDEAO. Alors on s'attend à voir un peu comme on pourrait le souhaiter, on peut le voir, je dirais, pour la Côte d'Ivoire, on s'attend à avoir beaucoup plus de ressources à disposition. Même pour le Niger, on constate maintenant, on s'attend à avoir beaucoup plus de ressources à disposition, beaucoup plus de collaboration. Mais le bon élève n'est toujours pas servi, selon vous. Mais jusqu'à présent, on a l'impression d'un genre de stase. La fois dernière, je regardais un média burkinabé, un débat comme nous le faisons ici, où des intervenants parlaient de 40% du territoire burkinabé qui est où on a de l'instabilité, des populations en masse qui se déplacent, une situation. Il y a certaines localités qui sont même coupées. Qui sont coupées, une situation sécuritaire tellement mauvaise que nous, qui sommes au Togo, qui sommes de l'autre côté de la ligne de front, on se retrouve même attaqués. Donc, et ce conseil d'orientation, il peut apporter quelque chose, comme le dit le chef de l'agence. Très sincèrement, je ne vois pas en quoi il peut apporter quelque chose, d'autant plus que pour moi, à partir de l'évincement de M. Blaise Compaoré, pour moi, le Burkina est dans une phase transitoire. Pourquoi je dis cela? Parce que généralement, de façon sur le papier, on dit transition, ok, on dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je pense que pour les États que nous avons, les transitions sont beaucoup plus longues. En fait, les transitions vont occuper 1, 2, 3 mandats. Il faut 1, 2, 3 présidents pour que le pays puisse vraiment intégrer tout un ensemble de changements. On le voit par exemple avec le Kenya. Qui aurait cru que Raoul Odinga, soutenu par Kenyatta, perdrait les élections. C'est impossible pour un pays où les gens se découpaient à la machette il y a 2 ou 3 mandats, mais c'est impossible. C'est-à-dire que quand vous prenez de Arap Moi, du président Arap Moi jusqu'à Uhuru Kenyatta, vous avez une succession de 3, 4 présidentialités où tout un ensemble de politiques, d'acteurs de la société civile ont débattu, ont échangé, il y a eu des frictions, il y a eu de l'émulation critique qui a mené à la construction d'un État qui actuellement accepte de passer d'un président à l'autre. Vous allez au Ghana,
Mais c'est la même chose. Vous avez eu la démocratisation, après vous avez eu Rawlings, après Rawlings vous avez eu 1, 2, 3, et au fur et à mesure, l'État ghanéen se construit et ainsi de suite. Donc pour le Burkina, c'est la même chose. On est dans une phase transitoire. Lorsqu'on évince Monsieur Compaoré et que Marc-Christian Kaboré est au président et à la présidence, ben, c'est la première fois en, je ne sais plus d'une vingtaine d'années, pratiquement une trentaine d'années, qu'il y a une transition. Et maintenant, c'est fragile. Il faut que cela se renforce par l'exercice, par la friction, par le débat avec la société civile et ainsi de suite. Mais là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un coup d'État. Un coup d'État que certains ont soutenu pensant qu'il serait la photocopie du coup d'État malien. Ce qui n'a pas été le cas. Et on s'est retrouvé avec un monsieur qui présumait de renforcer la sécurité de ce pays. Qui finalement est face aux réalités. Voilà, qui est face aux réalités. Et je suis tout à fait d'accord avec Germain sur ce point-là. C'est-à-dire, à un moment, c'est un peu comme le cas de la Guinée. Moi, je ne comprends pas. Vous avez renversé Alpha Condé. Vous avez dit, le monsieur, il gère mal le pays. Maintenant, vous présumez de l'organisation de la CAN, comme si cela était une priorité, avec un pays qui fait 9% au bac national et qui a des montagnes d'immondices qui tombent sur les populations. Donc, à un moment, pour le cas de M. Damiba, ben, le défi, c'est la sécurisation du Burkina. La phase transitoire, elle est déjà amorcée avant même qu'il ne fasse le coup d'État. Donc, qu'il assure la sécurité du Burkina et qu'après, justement, qu'il redonne le pouvoir aux civils afin qu'il y ait une... Allez, si vous le permettez, on va quitter donc le pays des hommes intègres en souhaitant bonne chance à ce conseil d'orientation pour le Togo, le pays de Germain Pauly, qu'on va retrouver tout à l'heure. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a ouvert une procédure de sanction à l'encontre de GVA Togo, fournisseur d'accès Internet via le réseau FIRP, filiale africaine du groupe Vivendi. L'information est rendue publique à travers un communiqué rendu public. C'était le vendredi 2 septembre 2022. Germain Pauly, l'opérateur plutôt, est donc indexé pour la qualité de son réseau Internet ces dernières semaines. Oui, il faut déjà saluer le travail que fait l'ARCEP depuis un bon moment, depuis l'arrivée d'un nouveau directeur général. C'est une autorité qui existait, mais elle n'était pas aussi visible et on ne la sentait pas. Vous verrez qu'aujourd'hui, le client et sa satisfaction sont au cœur de l'activité de cet organe-là de régulation. Et par moments, l'ARCEP a la main assez lourde. On a vu des amendes évaluées à des milliards qui sont infligées régulièrement aux opérateurs économiques et téléphoniques et de fournisseurs d'Internet pour des manquements. Et aujourd'hui, c'est le groupe Vivendi Africa Togo, donc, qui est sanctionné pour la simple raison que le débit Internet promis n'est pas au rendez-vous, est totalement en deçà. Et estime aussi qu'il y a des perturbations qui n'ont pas été signalées aux clients par l'opérateur qui aurait dû leur dire il y aura tel problème. Ça va prendre tel temps pour régler ce problème. Cela participe à l'instauration, à la promotion d'une déontologie dans ce domaine qui voudrait que le client soit respecté, qu'il ait ce qu'il paie, effectivement, quand il paie pour un service, qu'on lui rende ce service-là, et quand il y a des soucis pour qu'il ait accès à ce service pour lequel il a payé, qu'on lui présente des excuses, qu'on le situe par rapport à ce qui est en train de se faire. Et ce travail mené par les nouvelles autorités de l'ARCEP sont vraiment à féliciter. Maintenant, après, on peut peut-être s'interroger sur la lourdeur de certaines sanctions, qu'on trouve parfois un peu exagéré pour certains. D'autres pensent que pour ces groupes qui ont des moyens, c'est pas trop. Mais là, peut-être on peut discuter. Sauf que ce rôle, quand même, de gendarme de l'ARCEP est très intéressant aujourd'hui, surtout à une période où
le Togo a des ambitions digitales assez prononcées. Le pays se veut un hub digital sous-régional de grande renommée. Alors il faut un service de qualité assez irréprochable. Et l'ARCEP aujourd'hui au Togo est à la hauteur des ambitions du pays dans ce domaine. Alors maintenant, les opérateurs, c'est vrai, ils se sentiront un peu acculés, parfois se diront même harcelés. Mais ça nous fait inaugurer une nouvelle ère, une ère au cours de laquelle, c'est, comme je le disais tantôt, c'est le client, le service pour lequel il paie, qui sont en avant, et que tous ceux qui aujourd'hui sont dans ce domaine-là devraient pouvoir donc s'acquitter de leurs devoirs dans ce domaine. Alors, bon enfant, Agbovi, ça va très loin, puisque l'ARCEP accuse aussi le groupe de non-respect des obligations de permanence. On parle de la disponibilité, même de la continuité des services. On va plus loin que ce que Germain a déjà développé. Oui, bien sûr, j'adhère à l'analyse de mon frère Germain. Vous savez, le Togolais souffre vraiment en ce qui concerne les services que nous rendent les opérateurs. Aujourd'hui, merci que l'ARCEP a pu prendre sa responsabilité. Et comme il vient de le dire avec le nouveau directeur général, qui ne veut pas se laisser faire parce que c'est... L'ARCEP joue finalement un rôle de gendarme. Justement, ça doit être son rôle. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler tous, nous qui sommes des citoyens, des clients, nous ne pouvons pas parler tous. C'est comme les représentants à l'Assemblée nationale, ils parlent en notre nom. Donc, cette fois-ci, je jette des fleurs au directeur de l'ARCEP pour cette décision. Mais mon problème, c'est que des fois, nous communiquons sur des faits qui vont dans le bon sens du citoyen, mais après, on voit que les choses continuent. Donc, il faudrait que l'ARCEP prenne ses responsabilités pour que ce qu'il a déjà dit, pour le bonheur de tous les clients, parmi lesquels je fais partie, et que nous sentions vraiment que cette décision de sanction a pris forme. Lorsqu'il y a des perturbations dans la fourniture des services, vous allez voir que ils n'informent pas non seulement les clients, mais après, comme il y a une validité, on vous achetez, on va vous rendre un service pour 3 jours, alors que 2 jours ont été perturbés dans la chose. Normalement, ils doivent me rendre les 2 jours. Et vous voyez que le 3e jour, ils coupent. Ça, alors que c'est inscrit dans leur feuille de route, parce que je crois que c'est un accord qui a été passé entre la CEP et le groupe Vivendi là, selon l'article 27 de leur cahier de charge, je crois, que la fourniture doit être permanente et suffisante. Donc, ils ont parlé, exprimé ça en mégabits, 50 à quelque chose, etc. Mais des fois, on n'a qu'un seul mégabit. C'est grave. Et ça ralentit la vie, non seulement sociale, mais économique du pays, parce que les gens s'approprient de ces services-là pour leurs affaires. Beaucoup d'affaires. Et ce groupe de Vivendi l'a fait perdre énormément des affaires aux citoyens togolais. Donc moi, je suis parfaitement d'accord sur le fait que la CEP prenne ses responsabilités pour pouvoir prononcer de sanctions conséquentes contre ce groupe Vivendi. Nous, qui sommes des citoyens togolais et immédiatement clients, nous voulons un service de qualité. Et comme Germain vient de le dire, c'est une priorité pour le gouvernement de Faure, et que le Togo soit une référence en ce qui concerne les instances digitales de la sous-région et pourquoi pas toute l'Afrique. Donc, cette insuffisance perpétrée par ce groupe Vivendi salit immédiatement la politique mise en place par la chose là. Et ici, les gens diront que c'est les autorités directes qui ne tapent pas sur la table pour réprimander ces genres de trucs. Mais je vois que, comme la CEP a commencé, le ministère va suivre et on verra la qualité que ce groupe-là
nous apporter dans les jours à venir. Au Russe, une procédure est même ouverte contre ces manquements, alors que jusqu'à présent, GVA n'a pas expliqué l'origine de ces manquements et n'a même pas donné de délai approximatif. Oui, c'est comment il y a un terme de crise de lèse-majesté en fait, parce que l'ARCEP, et je pense qu'il y a une émanation du gouvernement, et je pense que l'ARCEP joue son rôle. Le seul problème qui se pose dans ce que fait l'ARCEP, c'est que l'ARCEP en vient à ce que les gens se posent des questions beaucoup plus en amont. Je vais m'expliquer en faisant une image. Si par exemple, moi, Germain et Bonenfant, nous décidons de participer à, à une course de chevaux, on va faire une mise sur une course de chevaux, et que les résultats sont connus d'avance au niveau de cette course de chevaux, ben, la conséquence en est que aucun de nous n'estime important de mettre le prix pour la qualité. Si je sais que je vais être premier à la course et que c'est acquis, ben, il va de soi que je ne suis pas forcé d'avoir le meilleur jockey ou le meilleur cheval. Plus que c'est acquis que je gagnerai la course. Et ce problème-là, je pense que c'est un phénomène qui est très ancré chez nous. Parce que, comme pour moi, en tout cas, j'estime en vue de ce que je vois qu'il n'y a pas de libre concurrence, ben, de facto, on peut te serrer la main en disant que tu es bon, mais cela ne fait pas de facto que la qualité soit une exigence à laquelle on va recourir. Le Canal Box, ils sont leaders sur le marché. Il n'y a pas de concurrence. La concurrence, c'est le deuxième opérateur. Il y en a quelques tout petits qu'on voit à peine, mais ils ont le monopole. Et le problème avec ce type de société, c'est qu'il s'agit de grands groupes, il s'agit de multinationales. Vivendi est un groupe très puissant. Par conséquent, on a très rarement le détail du PAC, de la procédure, de comment ça s'appelle, ce type de société a réussi à avoir le marché. On a eu des cas comme ça dans d'autres pays avec le groupe Orange. Je pense au Mali, au Sénégal, où il y a eu des frictions. Je pense que les gens sont sortis dans la rue au Sénégal. Parce que justement, on a des groupes qui arrivent, qui sont leaders du marché, qui ont très peu de concurrents, qui sont d'ailleurs avec des États qui ouvrent très peu à la concurrence, dont on ne sait absolument pas comment ils ont obtenu le marché. Et parce qu'ils ont le marché et que le marché est garanti, se permettent de fournir des services de moindre qualité à ce qu'ils fourniraient paradoxalement chez eux. Parce que chez eux, il y a une concurrence qui est ouverte. Et si vous ne fournissez pas, ben vous êtes tout simplement résilié dans votre contrat et on prend quelqu'un d'autre. Donc le problème avec ce qui se passe actuellement avec l'ARCEP, c'est que l'ARCEP, elle a fait son travail de sanction parce qu'elle a relevé les manquements faits par ce groupe. Elle a fait son travail, mais après, en réalité, il y a le travail en amont, c'est-à-dire comment un groupe qui pratiquement est décrié dès le début de sa fourniture en service, parce que beaucoup de gens se plaignent, mais comment se fait-il que ce groupe a toujours eu le monopole, et comment se fait-il que ce groupe, on a l'impression, ne ressent aucune pression en ce qui concerne son exigence de qualité. L'ARCEP va peut-être donner une amende, mais je doute fortement qu'on rouvre le marché à d'autres concurrents potentiels, à d'autres, groupes qui, eux, peut-être seront beaucoup plus pertinents, minutieux, critiques quant à la fourniture de leurs services. Après, on peut se poser d'autres questions aussi, parce que, et c'est là où on rentre dans des questions tout le monde va parler au complot. Mais après, des sociétés, il y a des groupes taïwanais, il y a des groupes d'autres pays, il y a des groupes canadiens, américains, suédois, je sais pas moi, yougoslaves. Il faut se donner, je pense qu'à un moment en Afrique, il faut se donner la chance d'aller voir les autres, ne pas être fondamentalement orienté vers des groupes qui peut-être ont,
vont donner dans le cliché et vont faire ce que l'on a. Moi, par exemple, je peux estimer que je suis aussi une victime de Canal. Ouais. Il y a beaucoup de gens... Donc, à un moment, bon, que tu aies le marché, c'est pas un problème. Prends le marché, sois leader du marché. Mais respecte ce que le contrat dit. Là, par exemple, vous dites qu'ils n'ont pas réagi. Ben, s'ils n'ont pas réagi, comme je le dis, c'est un crime de lèse-majesté parce que dans ce pays, lorsque l'ARCEP... En fait, ils n'ont pas expliqué la cause de ce manquement. Mais dans ce en plus, ils n'ont pas donné de délai. Et dans ce pays, je pense qu'il n'y a que ce groupe-là qui peut se permettre de ne pas répondre à l'ARCEP. Ça aurait été un petit média togolais où le lendemain, direct, il y a une réponse. Donc ça situe. Et comme je dis, les gens, ils voient, ils entendent, ils sont curieux, ils observent. Et après, il ne faut pas s'étonner que les gens, ils aient des a priori et crier au complot ou à la manipulation d'une quelconque obédience extérieure. Alors, Germain Poulouy, déjà, le fournisseur d'accès Internet annonçait une hausse significative d'ailleurs de son débit. C'était en mars dernier avec son offre premium. Alors, qu'est-ce qui fait que de mai, on est en septembre, tout a complètement changé? Alors, je ne saurais vous le dire, mais on sait que le groupe a célébré ses 30 ans aussi. On a vu sur les panneaux ses offres, ses cadeaux d'anniversaire pour les clients. Donc, en doublant, par exemple, l'offre pour le même montant d'abonnement. Moi, j'ai vu ça passe de 50 à 200 même. Voilà, donc ça a été fait. C'était une bonne publicité pour célébrer les 30 ans du groupe. Mais après, je pense que peut-être techniquement, le groupe n'était pas suffisamment prêté et préparé pour offrir cela. Ou peut-être ça a été... Et comment dirais-je, comme on le dit souvent, du dol, ça veut dire c'était une fausse promesse peut-être qui a été faite, mais je pense, comme c'est un groupe présent dans plusieurs pays, peut-être que techniquement, ça n'a pas permis d'offrir cela. On attend quand même une explication officielle du groupe, peut-être aussi l'occasion de présenter leurs excuses donc aux clients, mais après, je pense aussi que les décisions de l'ARCEP sont susceptibles d'être attaquées s'ils pensent qu'ils ont été injustement sanctionnés. Ils peuvent saisir les juridictions compétentes pour remettre en cause cette décision-là. Donc on attend la réaction du groupe. On espère que cette réaction aura lieu pour situer un peu ses clients. Et en même temps, comme on l'a dit, aujourd'hui les Togolais sont plus contents, pas les Togolais, les utilisateurs en général, du travail qui est fait dans la régulation de ce secteur-là et par l'ARCEP. Mais ça ne veut pas dire aussi que l'ARCEP a toujours raison. On a vu certaines sociétés tenter de faire revenir à l'ARCEP sur sa décision en intentant des actions. Certaines, la plupart n'ont pas abouti, mais on attend quand même la réaction du groupe Vivendi Africa. S'il n'y a rien, c'est que l'ARCEP a vu juste. Maintenant, après, je pense qu'ils peuvent toujours s'entendre. Ils peuvent s'entendre. L'important pour nous, c'est que ces manquements qu'on observe soient corrigés, qu'en même temps, ces sanctions-là servent aussi des dissuasions aux autres opérateurs économiques, parce que ça pleut beaucoup, l'utilisateur est content, ça fait beaucoup de pression pour les opérateurs qui sont là, mais pour moi c'est un bon rythme en tout cas, ça nous sort un peu de ce qui se faisait par le passé, et même aujourd'hui pour envoyer des messages à vos clients, il faut les prévenir. Certains peuvent refuser de recevoir ces médias-là. Tout ça, ces messages-là, c'est grâce à l'ARCEP. Et l'ARCEP aussi amène ces sociétés-là à prévenir aussi les clients sur d'éventuels dysfonctionnements et tout ça. Donc aujourd'hui, vous verrez quand même que le client est un peu plus roi que d'habitude et on le met à l'actif de l'ARCEP. Après, comme le disait aussi Russe, Canal Box, un grand groupe qui est français à l'origine, qui offre du service aussi là-bas, et un service de qualité, dont le Togo aussi aspire
avoir Internet de qualité, comme ça se fait ailleurs. C'est assez clairement dit dans le PND, dans la feuille de route du gouvernement togolais. Alors, le gendarme des télécoms au Togo, Bonenfant Agbovi, va continuer son travail, ou bien un terrain d'entente sera trouvé sans explication, justement, du groupe Vivendi. Sans explication, je ne crois pas. C'est une manière de snobber la clientèle et ternir l'image de tout un pays. L'explication peut-être, c'est afficher aussi ses carences. Au fait, le client n'a pas besoin de comprendre la pertinence et les choses cachées dans la technicité du service qu'on nous offre. Une manière de faire une sortie, reconnaître le fait aussi, c'est une grande chose. Vous savez, Vivendi ne peut pas préciser ce qui se passe. Des fois, on me dit que des erreurs techniques, indépendamment de tout ça là, nous, on n'a pas besoin de comprendre la pertinence, c'est-à-dire que ce qui a déjà fait. Vous savez que vous croyez que ce que Vivendi est en train de faire au Togo, il peut faire ça en France. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il y a un côté... En France, peut-être, c'est loin même, dans certains pays africains aussi. Non, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'on va parler de son origine. De son origine. Ce n'est pas grave. Vous savez... C'est l'origine, selon vous, qui fait que Vivendi se comporte ainsi? Non, au fait, ce n'est pas ça. Ça peut être... vous savez, la CEP a changé de DG, on vient de le dire, non? Donc, et le nouveau est en train de se faire voir pour le moment. Donc c'est la nouvelle direction qui joue le grand rôle de gendarme. Vivendi était au Togo depuis, non? Ce n'est pas hier, ça n'entend pas dire, c'est au Togo depuis. Et vous voyez que la physionomie de la feuille de route qu'on a présentée à Vivendi, c'est sur ça que Vivendi marche depuis. Maintenant que la direction a changé et le ton est en train d'être changé, moi je me dis que le Togolais a besoin d'un service de qualité. Mais si Vivendi croit qu'il y a quelque chose qui a tourné mal autour de la CEP, et bon, il vient nous expliquer, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose qui se passe entre les deux, que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux quand même, il faut qu'on vienne nous expliquer les choses. Que vous demandez des explications. J'ai droit, parce que je paie les services, je fais partie de... Je sais que Oris a envie d'ajouter beaucoup de choses. Oris, je vous promets, la semaine prochaine, je vais vous donner assez de temps pour parler de tous les sujets. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Oris Donkovi. Vous êtes activiste panafricain. Merci également à Bonenfant Agbovi, enseignant et puis analyste politique. Germain Pouli, on est toujours ensemble. C'est un confrère NNE, le directeur de publication de Togo Réveil. Merci également à vous. La semaine commence, nous l'espérons très bien chez vous. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. À très bientôt. Bonne semaine à tout le monde.